nuit dernière, ça faisait des semaines, des mois que Donald Trump menaçait Nicolas Maduro et en faisait un baron de la drogue, générant la plupart du trafic de cocaïne, notamment d'Amérique du Sud. Oui, et même des années, puisque en fait, le mandat d'arrêt et la mise en accusation de Nicolas Maduro, ça date de mars 2020. Ouais. Ça n'avait pas été remis en cause par Biden. Là, c'est une opération de ce qu'on en sait à peu près des Night Stalkers et de la Delta Force, donc à peu près les mêmes qui sont allés prendre Osama Ben Laden, vous vous souvenez, au Pakistan. Et ils s'étaient entraînés autour du Venezuela. Il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire. Il faut rappeler aussi que Donald Trump avait dit début novembre que les jours de Nicolas Maduro étaient comptés. Donc voilà, il a installé cette armada. Et il y a un point qui est très important aussi, c'est le blocus qu'il a instauré sur tous les pétroliers qui devaient entrer ou sortir du Venezuela. Avec quel objectif ? Parce que là, on parle de phase 1, phase 2. Mais en fait, il y a déjà une phase 0 qui était ce blocus. Parce que tant que les forces armées vénézuéliennes restent au service du pouvoir, il ne peut pas y avoir de transition démocratique. Il faudrait qu'il y ait une révolution armée, c'est pas vraiment sur le cas. Donc il faut que l'armée puisse changer de camp, en tout cas qu'elle dépose les armes. Et pour ce faire, il faut qu'en fait le pouvoir ne puisse plus les payer. Comment faire donc ? En mettant ce blocus. Ce blocus reste en place. Il faut dire qu'il y a un tanker, super tanker, un gros pétrolier chinois qui a changé récemment de route. Il allait au Venezuela pour se remplir. Il est parti au Nigeria à la place. Donc, c'est toutes ces choses-là. Je pense que la phase 2, ça va être celle-là. En fait, pour l'instant, l'ordre constitutionnel vénézuélien reste en place. En cas de vacance du pouvoir, il doit y avoir des élections qui sont organisées dans un délai, alors ça va être suivant ce qui se passe, on va voir, mais en tout cas, je pense que Donald Trump, comme avec l'Iran, va attendre, voir ce qui se passe, et ensuite continuer d'asphyxier le pouvoir vénézuélien. Et en attendant, il ne se passe pas grand-chose en Europe, et il faudrait peut-être qu'on comprenne à un moment que si on rate tous les trains, on va finir par rester à quai pendant un moment. Florent Gérard-Mercier. Oui, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a une... C'est fou, hein. On pourrait parler de n'importe quel conflit pour citer la phrase de la secrétaire, de la chef de la diplomatie de l'Union européenne, ça fait mal au cœur. Oui, non, c'est vraiment triste. Et d'autant plus, il y a une inconsistance de la part des Européens, parce qu'il faut rappeler quand même que pour l'Europe, en fait, qui a reconnu l'élection pseudo-élection de Maduro en 2024 ? C'est 4 pays dans le monde. Et l'Europe considère Maduro comme un président illégitime. Donc, il ne devrait pas... droit international, bénéficier de la protection qui est due à un chef d'État, vu qu'il est illégitime. Donc je pense que vraiment, il y a une opportunité ici qui n'est pas prise. On se souvient que Emmanuel Macron, quand il avait été élu aussi en 2017, avait pris des positions très fortes contre Maduro. Il n'y avait rien qui en était ressorti. Et puis, il y a aussi une mauvaise compréhension, je pense, de ce qui s'est joué aujourd'hui. Ce n'est pas une invasion, n'en déplaise à Mélenchon. Enfin, c'est absolument ridicule de parler d'invasion. Ici, il y a eu en fait l'extraction, voilà, de quelqu'un qui est sous mandat d'arrêt et mis en accusation. Et l'ordre constitutionnel vénézuélien, jusqu'à preuve du contraire, reste en place. Je veux dire, il y a les dispositions s'appliquent. Bon, l'état d'exception et l'état d'urgence nationale ont été décrétés très bien. Ça va être sous le contrôle du Parlement, qui va sûrement se réunir pour dire si oui ou non cet état d'urgence est accepté. Ensuite, donc ça va pouvoir durer 60 jours. On parlait de Mme Machado tout à l'heure, et je vous ai vu certains dodeliner un peu négativement, en disant c'est pas si évident que ça, que la nouvelle prix Nobel de la paix, opposante de Nicolas Maduro, soit placée sur un boulevard par les États-Unis pour reprendre le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà en fait un président légitime élu pour les Européens, pour les Américains, qui est M. Edmundo González Urrutia. Il a été élu, il a prouvé, il a tous les documents montrant qu'il a été élu. Et que Machado soutenait. Oui, donc ça serait une coalition. En fait, il y a déjà un président élu qui est en droit de reprendre ce pouvoir. Mais bon, en tout cas... En l'état actuel des choses, il doit y avoir des nouvelles élections qui sont organisées, sauf si, bien sûr, la population se soulève, etc., et que l'armée change de camp. Mais même si rien de tout ça ne se passait, l'ordre juridique conduirait à de nouvelles élections ou à un changement de président. Encore un mot. Les blocs 2026, bienvenue dans le nouveau monde des empires. Oui, c'est ça, et il faut rappeler à quel point, par exemple, Cuba est dépendant en fait du pétrole vénézuélien. Le Venezuela envoie du pétrole gratuitement à Cuba. Première réserve mondiale, on ne l'a pas encore dit dans cette nouvelle heure, on en parlait tout à l'heure, première réserve mondiale de pétrole. Mais seulement 952 000 barils par jour.
Oui, c'est-à-dire qu'on comparait aux 10 millions... C'est 952 000 de plus que la France. Oui. Non, mais une production quand même divisée par 4 depuis Hugo Chavez, justement par l'incurie de ce régime. Mais sûr, c'est que Cuba, aujourd'hui, ne tient quasiment que grâce au Venezuela. Et donc le blocus pétrolier mis sur le Venezuela a aussi ça comme potentielle répercussion. C'est-à-dire potentiellement le régime de Cuba qui va tomber. Ensuite, si jamais les États-Unis peuvent revenir au Venezuela pour s'approvisionner avec ce pétrole, ça fait une source alternative en cas de conflit avec l'Iran dans le Golfe, et puis ça fait une source de moins pour la Chine, puisque là aujourd'hui tout le pétrole vénézuélien en fait allait à 80% en Chine. C'était une source pas chère de pétrole pour la Chine, de la même manière que le pétrole iranien est une source pas chère de pétrole pour la Chine. Donc c'est vraiment aussi ce type de bataille-là qu'il y a derrière, pas sur le changement de régime, mais vraiment sur le blocage ici, le blocus autour du Venezuela. Oui, et très bien préparé. Après, Donald Trump avait quand même prévenu que les jours de Nicolás Maduro étaient comptés. Il l'a dit début novembre. Il a aussi, dans cette interview à Fox & Friends, dit qu'il avait, pas plus tard que la semaine dernière, discuté avec Nicolás Maduro pour lui demander de se rendre et que Nicolás Maduro avait été unwilling, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas le faire. J.D. Vance aussi, le vice-président américain, a mentionné dans la presse que Donald Trump avait donné plusieurs voies de sortie à Nicolás Maduro. Trump a offert plusieurs portes de sortie à Maduro, dit J.D. Vance ces dernières heures, en effet. Exactement, et donc il ne les aurait pas pris. Et donc, in fine, on arrive à un moment où je pense que Donald Trump est quelqu'un qui sait décider, et quand il se rend compte qu'il n'y a pas moyen de faire de deal, eh bien, il agit. C'est ce qu'il a fait en Iran, par exemple, en frappant les installations nucléaires. C'est ce qu'il fait ici, et c'est ce qu'il veut faire aussi avec le Hamas. Quand il y a des interlocuteurs avec qui il n'est pas possible de faire de deal, il agit et de manière décisive. Oui, exactement. Donc il y a des médias de tous les pays, et c'est bien normal vu le fait qu'il y a des ressortissants impliqués de beaucoup de pays. Il faut aussi souligner que la Suisse elle-même est, d'une certaine manière internationale, puisque là, il y a donc les autorités valaisannes, mais il y a aussi les autorités confédérales qui, elles, vont parler plutôt suisse-allemand. Et puis donc là, on voit aussi des réponses en anglais. Donc c'est vraiment un drame qui a un retentissement international. Mais moi, je voudrais juste faire un commentaire. Quand même, là, on a vu une réponse en disant oui, on vient seulement de recevoir le dossier de sécurité de la part de la commune, il est en cours d'instruction, etc. Ça donne l'impression quand même que les autorités suisses sont pas d'une grande efficacité, n'ont pas l'air d'avoir... Enfin, je sais pas. Et moi, c'est délicat parce qu'il y a un travail de fourmi qui est effectué depuis 3 jours. D'ailleurs, la procureure, on l'a pris en cours, je m'en excuse auprès des téléspectateurs, mais a expliqué qu'une instruction pénale était quand même ouverte à l'encontre des gérants du bar qui commencent à être vraiment au cœur de cette enquête. On verra le sujet dans un instant avec le gérant qui a parlé à la presse suisse, qui commence à donner quelques détails. Les taux semblent se resserrer, les responsabilités semblent être dévoilées, ainsi que les causes aussi. Le problème, c'est que c'est un travail immense que doivent effectuer les autorités, et bien sûr que la priorité, d'abord, elle doit aller aux victimes, à l'identification. Eh bien, je suis d'accord, mais c'est précisément sur ce point-là aussi, je commence à être un petit peu en colère également, puisque on a entendu le témoignage tout à l'heure de Madame Collin. Elle disait que les autorités ne donnent aucune information sur l'identification. Mais aujourd'hui, avec les technologies ADN, je veux dire... établir une filiation, on sait le faire en quelques heures. Donc je veux dire, si les familles, comme elles l'ont fait, ont donné leur ADN, en fait, à partir d'un pansement, quand ils changent les pansements, ils pourraient faire l'analyse et être capables de dire avec certitude si une personne est le fils ou la fille d'une autre personne. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est de plus en plus long, et encore une fois, la torture psychologique que vivent les familles, je trouve, est pas assez prise en compte. C'est une torture. Que les familles puissent aller au chevet des blessés, des victimes qui se battent entre la vie et la mort. Moi, je trouve que ce serait la moindre des choses. Pour reprendre l'expression de Maxime, comment on explique cette discrétion française, selon vous ? Moi, je ne me l'explique pas trop, en réalité. Est-ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron, via le Cornu, a pris la pleine mesure quand même de la gravité de cette tragédie ? D'une certaine manière, on n'a pas l'impression. On peut peut-être citer aussi le fait que la France a ouvert 19 lits pour grands brûlés. La Pologne en a ouvert 18, il me semble. Est-ce qu'on fait tous les efforts pour aider les Suisses, pour aider nos familles ? J'ai pas l'impression. Et c'est ça qui est tragique, c'est que dans des circonstances si dramatiques qu'elles soient, on devrait être au chevet de nos blessés, être au chevet des familles, et j'ai l'impression qu'on ne l'est pas vraiment.